ce sujet est tellement vaste que je vous dis tout de suite que je vais le restreindre. Déjà, parce que la meilleure méthode pour distinguer le vrai du faux parmi les informations que l'on reçoit, on peut parler de beaucoup de choses, notamment on peut parler de qu'est-ce que c'est que le vrai, qu'est-ce que c'est que la vérité, qu'est-ce que c'est que ce qui n'est pas vrai. Bon, ça, je ne vais pas le traiter ce soir, on le traitera peut-être une fois. Je vais essentiellement traiter quelle est la meilleure façon de recevoir ou de traiter les informations pour se rapprocher le plus possible de quelque chose qui est vrai et de s'éloigner le plus possible de quelque chose qui est faux. Alors, dès qu'on entend le mot méthode, on pense immédiatement à Descartes. Et lorsqu'on imagine de démêler le vrai du faux, on revient encore naturellement à Descartes, puisqu'il en parle dans le discours de la méthode. Il en parle aussi, je crois que la quatrième méditation, elle s'appelle distinguer le vrai du faux. Mais on n'est plus à l'époque de Descartes. Aujourd'hui, on est envahi d'informations de toutes parts, qui émanent de sources multiples, qui sont véhiculées par des médias de toutes sortes. Alors, est-ce qu'on peut encore se référer à ce penseur de l'ancien temps? Ce penseur qui vous savez, hein, il médita tout seul le 10 novembre 1719 dans une petite chambre aux environs d'Ulm en Allemagne, chauffé par un petit poêle à bois placé en son centre. Bon, est-ce qu'on peut toujours? On va voir ce qu'on peut retirer de Descartes pour le sujet qui nous occupe ce soir. Alors, démêler le vrai du faux, accéder à la vérité, donc, que nous dit Descartes sur ce point? La vérité doit-elle émaner d'une révélation ou convient-il seulement de la recevoir par voie d'autorité, comme dit Descartes, ou bien faut-il que la vérité soit à chercher par un effort personnel et individuel? Sa réponse, elle est très claire sur ce point. Descartes nous dit que, excepté les vérités religieuses qui sont révélées, toutes les autres vérités sont à chercher, c'est-à-dire qu'a priori, elles n'existent pas. Et pour bien chercher, il faut une méthode. Cette méthode de Descartes doit être basée sur la seule raison, la raison qui est la seule autorité en matière de vérité. Mais cette méthode, toute autre méthode, ne sera efficace que si elle s'exerce selon certaines règles. Alors, je n'ai pas pu résister au plaisir de citer la première phrase du discours de la méthode, que je considère comme une phrase sublime. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que ceux-mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils n'en ont. Ça signifie en raccourci que tout le monde, alors il faut entendre tout le monde sauf lui, ou rapporter à nous, tout le monde sauf nous les philosophes, ou le petit groupe de philosophes, tout le monde considère qu'il possède suffisamment de bon sens et qu'il n'en a pas besoin de plus. Ou, dit autrement, et plus précisément, toujours en rapport à d'autres propos, qu'il possède suffisamment de raison pour juger de la pertinence de ce qu'il entend, par exemple, au journal télévisé de 20h sur TF1. Parce que personne, en effet, ne vous dira jamais « je suis quelqu'un qui n'a pas assez de bon sens ». Personne ne dira jamais ça. Alors, merci, monsieur Descartes, d'avoir énoncé ce théorème fondateur de toutes les confusions, de toutes les ignorances, de toutes les mystifications de ce monde, et de l'avoir formulé il y a déjà plus de 400 ans, et de nous avoir enseigné que la certitude et la satisfaction inébranlable du jugement sont les plus dangereuses choses pour les progrès de la connaissance. Alors la première règle de la méthode de Descartes, c'est la règle qu'il appelle la règle de l'évidence. Règle qui consiste à ne rien recevoir sans examen préalable et de n'admettre comme vrai que ce qui résiste au doute, tout en évitant deux périls qui menacent l'esprit dans sa recherche de la vérité. Ces deux périls, ce sont la prévention d'une part et la précipitation d'autre part. La prévention, pour Descartes, ce n'est pas la prévention routière, hein, ça consiste à avoir des préjugés, à opiner, c'est-à-dire dire toujours oui à celui qui parle, ou à celui qui parle en premier, ou celui qui parle le plus fort, ou celui qui parle le mieux, au niveau de la forme, hein,
le rhéteur ou le sophiste. C'est-à-dire que tant qu'on admet sans examen des énoncés et qu'on fonde sur ces énoncés des affirmations, celles-ci, dit Descartes, n'ont aucune valeur théorique. Il faut se tenir en garde contre l'apparence de vérité du préjugé et n'accepter comme principe de raisonnement que ce dont il est impossible de douter. Voilà le grand mot qui est posé, le doute. Tout part du doute, c'est-à-dire que nous devons douter de tout. C'est la première chose à faire lorsqu'on reçoit une information. Deuxième péril, comment il appelle ça? Deuxième péril, la précipitation. La précipitation, ça veut dire qu'il faut prendre le temps de ne pas se précipiter, ça veut dire qu'il faut prendre le temps d'examiner, et donc d'éviter de la précipitation qui consisterait à aller trop vite, à être trop peu scrupuleux sur les conditions de la validité rationnelle de l'information, car, je cite, « seul peut être reconnu comme vrai ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à notre esprit que nous n'eussions aucune occasion de le mettre en doute. » Alors, Descartes donne ici les critères de l'idée vraie selon le modèle qui leur a été fourni par son cogito, bien entendu. Ce modèle, c'est l'idée claire et distincte. L'idée claire et distincte. C'est-à-dire l'idée dont l'esprit ne peut pas douter, ne peut plus douter, pas plus qu'il ne peut douter de lui-même. Cette vérité claire et distincte, elle doit sauter aux dieux, autrement dit, elle est évidente. Qu'est-ce que la clarté? La clarté, c'est le contraire de l'obscurité. L'idée claire, c'est l'idée directement présente à une pensée attentive. Et qu'est-ce que la distinction? Claire et distincte. La distinction, c'est le contraire de la confusion. C'est l'idée suffisamment précise pour qu'elle ne soit pas confondue avec une autre. Cette idée claire et distincte qui fonde, en fait, le jugement, la théorie du jugement de Descartes, elle est saisie dans un acte d'intuition rationnelle. Intuition rationnelle qui, elle seule, permet de sortir de ce fameux doute et de déployer à partir de son évidence les longues chaînes de raison du discours. Alors, cette notion d'intuition rationnelle, qui est la résultante d'un long et profond travail sur soi, se retrouve quasiment à l'identique chez Spinoza lorsqu'il expose ces fameux 3 niveaux de la connaissance. Vous savez, la connaissance du premier genre, connaissance par les effets, c'est-à-dire je le sais parce que c'est empirique, parce que j'ai entendu dire donc je sais. Ouais. Deuxième niveau de la connaissance, qu'il appelle la connaissance Spinoza, qu'il appelle la connaissance par les causes, c'est-à-dire je le sais parce que j'ai raisonné, donc j'ai eu une pensée discursive, je suis arrivé à cette conclusion. On a un niveau supérieur de la connaissance. Et puis le troisième niveau, qui est le niveau du sage, c'est la connaissance intuitive et rationnelle, donc la même que celle de Descartes. Connaissance qui allie intuition et savoir, c'est-à-dire je sais et en même temps j'ai l'intuition. Alors, évidemment, Descartes, lui, il ajoute Dieu, il dit que ça vient de Dieu. Spinoza dit que ça ne vient pas de Dieu, voilà. Et ça ne peut être le lot, comme je viens de dire, que d'un sage qui a beaucoup travaillé sur lui, de façon Descartes par exemple. Alors, Descartes expose également plusieurs règles, telles la décomposition d'une idée complexe en plusieurs idées simples, la règle du dénombrement, s'assurer qu'on n'a rien oublié, et la nécessité de faire une synthèse. Alors, est-ce qu'on peut tirer de cette méthode cartésienne, pour le sujet qui nous occupe ce soir, à savoir comment faire pour distinguer le vrai du faux dans le maelstrom médiatique qui nous entoure? Voilà, je vais reformuler une autre formulation possible de l'énoncé du jour. Ben, à mon avis, pas grand-chose en réalité. Parce que ni l'évidence claire et distincte de Descartes, ni la connaissance rationalo-intuitive de Spinoza ne me semblent livrés d'outils concrets et utilisables aujourd'hui pour nous guider dans notre recherche, car il y manque, me semble-t-il, la référence à un paramètre fondamental, le débat. Paramètre que nous allons par contre trouver en tant qu'élément central chez
la philosophie de Hegel, quand il affirme, notamment dans les principes de la philosophie du droit, la liberté de penser et de l'esprit en général ne se démontre que par la divergence et même l'hostilité à l'égard de ce qui est publiquement reconnu. Ce qui implique en fait deux choses, cette phrase. Premièrement, que toute connaissance passe par une liberté de penser. Alors, ça peut se comprendre en filigrane hein, dans les écrits de Descartes, mais ce n'est pas dit clairement. Et deuxièmement, que toute connaissance ne peut être que la conséquence finale d'une libre et suffisamment longue confrontation des opinions. Alors j'insiste bien sur la confrontation des opinions doit être libre, c'est-à-dire que la confrontation des opinions ne doit pas être manipulée, elle doit être suffisamment longue, pas parce qu'on a échangé 2 secondes, hein, que ça veut dire que l'opinion a été soumise à un banc d'essai suffisamment significatif. Et avec Hegel, nous entrons dans une nouvelle dimension du jugement qui va pouvoir se décliner de façon plus pratique dans le monde actuel. Mais cette recherche de la vérité, qui a été autrefois entravée par le pouvoir ecclésiastique, notamment, je me souviens que Descartes n'a pas voulu publier ses livres parce qu'il avait peur du pouvoir ecclésiastique. Eh bien, cette recherche de la vérité, aujourd'hui, elle se trouve soumise, se trouve entravée par des forces contraires issues du pouvoir politique lui-même. Et c'est de ça que je vais vous parler. Des forces puissantes qui vont, comme dit le proverbe, jusqu'au bout de leur force. Des forces qui vont jusqu'au bout de leur force. Ce sont naturellement ces forces, celles du capitalisme dirigeant, qui déploie tous les artifices possibles pour cacher aux yeux des masses la réalité du système de domination qu'il a installé. C'est ainsi que le capitalisme s'est doté ces dernières années de dispositifs pernicieux, sophistiqués, extrêmement efficaces, visant à étouffer les voix de ces éléments contempteurs, c'est-à-dire de ceux qui le contredisent, ou qui donnent des informations différentes, à défaut de pouvoir les contredire concrètement, soit par une preuve, soit par un raisonnement, ou encore par une argumentation pertinente. Alors, ces dispositifs, à mon sens, il y en a 4. C'est premièrement la législation, toutes les législations contre les libertés d'expression. 2, ce que j'appelle la propagande du discrédit. 3, l'institutionnalisation de l'arbitraire. Et 4, la fabrication de l'heure, dont je vais vous dire un petit mot rapidement. La première catégorie, disons, de ce que j'appelle des forces contraires à l'émergence de la vérité, c'est la fabrication de lois contre la liberté d'expression. Alors, on a vu récemment apparaître le souci des maîtres du pouvoir de juguler la liberté d'expression sur les problèmes sociétaux, dont l'argumentation pied à pied leur devenait particulièrement pénible, notamment sur la question de la durabilité du mode de faire-valoir économique qu'ils ont mis en place, ça veut dire la durabilité de la croissance industrielle. En France, le plus beau fleuron de cette politique répressive, en termes juridiques, c'est la loi du 22 décembre 2018 contre la manipulation de l'information, dit loi fake news ou loi Infox. Ce type de loi, dont certains ténors gouvernementaux aujourd'hui demandent l'élargissement du champ d'application, ce type de loi vise à pénaliser, voire à criminaliser la diffusion de certaines idées jugées fausses. De certaines idées jugées fausses par un comité d'experts, comité naturellement agréé, voire enfanté par le pouvoir lui-même. Alors, la récente crise sanitaire de 2022 du Covid nous a livré un exemple vivant de l'application de cette loi, puisque chacun a pu constater à cette époque que toutes les publications qui suggéraient, par exemple, je prends un exemple, l'existence d'une mercantilisation de la situation par l'industrie pharmaceutique, se retrouvaient immédiatement censurées, même sur les réseaux sociaux dont les dirigeants avaient finalement accepté la demande qui émanait des gouvernements de soumettre leurs publications à l'avis d'agences de notation de la pensée, organismes autoproclamés mais néanmoins adoubés par le pouvoir politique. Ça s'appelle par exemple des codex en France. La deuxième catégorie, que j'appelle la propagande du discrédit, qu'est-ce que c'est ? C'est une technique qui va permettre de s'exonérer du débat contradictoire en jetant un discrédit a priori sur celui qui sollicite ce débat, qui dit « je veux débattre ».
et dont l'un des exemples les plus éclatants se nomme la théorie du complot. Qu'est-ce que c'est que la théorie du complot? Et en quoi est-elle un outil du pouvoir politique pour étouffer les opinions contraires? Ce terme, la théorie du complot, c'est une expression d'origine anglaise, définie pour la première fois en 1945 par Karl Popper, un philosophe proche de l'école autrichienne d'économie. L'expression qui est censée dénoncer comme abusive une hypothèse selon laquelle un événement politique aurait été causé par l'action concertée et secrète d'un groupe de personnes qui avaient intérêt à ce qu'il se produise, au lieu que cet événement ait été généré par le déterminisme historique ou par le hasard. Or, et par une curieuse occurrence, il se trouve que objectivement cette définition, c'est ni plus ni moins que le reflet assez exact du fonctionnement des systèmes politiques qui ont été mis en place après les révolutions de la fin du XVIIIe siècle et qui perdurent encore aujourd'hui quasiment à l'identique, où c'est bien effectivement une minorité d'individus qui décident des lois les plus importantes au niveau d'un pays ou au niveau de la planète, c'est-à-dire qui exercent le pouvoir suprême. Alors, vu sous cet angle, cette diabolisation des théoriciens du complot revient en fait à fustiger et ostraciser tous ceux qui soutiennent que les décisions importantes sont prises par une infime minorité d'individus, influencés directement ou indirectement par des groupes de pression, et non pas influencés uniquement par la masse des électeurs qui les ont portés au pouvoir. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans la réalité vraie des gouvernements. De ce point de vue, il semble donc bien que la théorie du complot, qui est accusée de véhiculer la fausse information, doive s'appliquer tout simplement à la propagande officielle et non à de quelconques sectes obscures et mal définies. Bref, il n'empêche que depuis quelque temps, cette expression ancienne a repris du service sous une tournure plus agressive, doublée d'une déformation sensible quant à son acception commune, c'est-à-dire que cette déformation est d'abord dans sa phonétique, puisque théorie des complots est devenue complotisme, assimilant ainsi ceux qui dénoncent un complot à des comploteurs eux-mêmes, ce qui, on en conviendra, est plutôt contradictoire. Alors, bon, voilà pour ce qui est de la théorie du complot. Théorie du complot, outil facile d'emploi permettant au pouvoir et à ses zélateurs de calomnier à moindre frais n'importe quel contradicteur et ainsi discréditer en bloc leurs arguments. Si j'envoie une information ou une opinion et qu'on dit c'est la théorie du complot, je dis je, c'est le jeu générique, je suis discrédité. Troisième catégorie de techniques dissuasives employées par le pouvoir capitaliste. Ce que je nomme l'institutionnalisation de l'arbitraire, et qui consiste à invoquer un principe non défini ou mal défini dans le corpus législatif, constitution incluse, à invoquer un principe non défini pour asseoir une décision coercitive donnée, ou imposer une idée, ou imposer une conception comme devant être indubitablement vraie. Cette technique étant particulièrement efficace pour évacuer toutes les objections pénibles. Au titre des principes non définis du corpus, on citera le principe d'intérêt général. Et au titre des principes mal définis, on citera l'abus de liberté, tel que notamment énoncé par l'article 11 dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. L'invocation du premier, on parlera simplement, on évoquera tout simplement l'intérêt général. L'invocation de l'intérêt général permet d'asseoir une opinion comme étant indubitable au motif qu'elle va dans le sens de l'intérêt général, par celui qui dit qu'elle va dans le sens de l'intérêt général. Mais il arrive que ces trois techniques soient insuffisantes, que la censure des opinions contraires, plus la calomnie des pensées hétérodoxes, plus la pratique quotidienne de l'arbitraire, n'atteignent pas complètement leur objectif, notamment au sein de collectivités où les citoyens de base possèdent très peu, voire pas du tout, d'esprit critique. Cet objectif qui est d'éloigner, ou même si possible d'éradiquer, les idées jugées néfastes à la poursuite sereine de l'activité marchande capitaliste. Eh bien, le pouvoir capitaliste
expert par ailleurs en stratégie militaire, utilise alors une quatrième technique issue de la stratégie militaire. Cette technique, c'est le leurre. La technique du leurre, comme chacun sait, c'est une technique qui consiste à créer de toute pièce une fausse cible afin que le projectile ennemi vienne s'écraser sur elle au lieu d'aller s'écraser sur celle qu'il avait initialement programmée. Alors, cette technique, qui a connu un grand essor ces dernières années sur le plan militaire, a trouvé également des applications au niveau de la stratégie politique, notamment avec les concepts de croissance verte et de développement durable. Ces deux concepts, en forme de leurre, agissent tous deux ensemble en tant qu'agents occulteurs des vrais problèmes et sont en réalité destinés à canaliser les contempteurs, ceux qui critiquent la croissance, à les diriger vers un solutionnisme gentil, tempéré et croissanceau-compatible. Parce que le capitalisme croissanciste dispose d'une capacité d'analyse avancée du comportement humain. C'est une capacité qu'il a travaillée dans ses agences de marketing qualitatif au sein des entreprises de production qu'il détient. L'idée simple du marketing qualitatif, c'est de considérer qu'il est finalement pas plus compliqué d'élaborer un parfum de yaourt qui va plaire au consommateur que de forger une opinion ou une information qui va plaire à les lecteurs. Si bien que dans le premier cas, occupé à déguster son yaourt parfumé, le consommateur il lui restera plus assez de temps disponible pour réfléchir à autre chose. Et que dans le deuxième cas, occupé à s'agiter autour d'une information, d'une opinion attractive, il lui restera plus assez de temps disponible pour chercher à identifier la véritable cause de ces problèmes. Eh bien, dans le cadre de notre recherche de méthodes pour distinguer le vrai du faux, et en prenant pour exemple d'études la croissance verte ou le développement durable, nous remarquerons tout d'abord que ces deux idées, croissance verte et développement durable, jouissent d'un remarquable consensus dans toutes les sphères de la pensée, pouvoir politique en tête. Elles jouissent d'un remarquable consensus comme n'étant pas de simples hypothèses, ni même des possibilités hypothétiques, mais elles jouissent d'un consensus comme étant des certitudes scientifiques. Eh bien, ça devrait déjà semer le doute dans notre esprit. Parce que si on va un peu plus loin, on observe que cette promotion des idées de développement durable et de croissance verte vise en réalité, et d'ailleurs y parviennent, à canaliser l'essentiel des contestations tous azimuts vers une gentille idée fédératrice du bien-être éternel, alors qu'en réalité, bon nombre de scientifiques avisés, notamment physiciens et thermodynamiciens, considèrent qu'un développement durable n'est tout simplement pas possible. Donc, pour tout dire, que c'est une idée fausse. De ce point de vue, le leurre du développement durable fonctionnerait donc comme un mythe, le mythe d'une possible croissance durable en configuration capitaliste, avec possibilité d'éradiquer les principales externalités négatives, réchauffement climatique, pollution, stérilisation des terres arables, maladies microbiennes, etc. On voit donc que, à l'issue de cette brève présentation, on voit bien que toute méthode pour distinguer le vrai du faux au sein de la multitude d'informations qui nous entourent, ça commence par l'identification de sa source, d'où ça vient, et la mise à jour de sa intention réelle. Ça vient, quelle est l'intention qu'il y a derrière? Ça commence par ça. Il s'agit là, à mon avis, que d'une première étape dans l'apprentissage et dans le développement d'une pensée critique dont le mode d'emploi et la méthode détaillée pourraient faire l'objet d'un prochain sujet de débat au sein du Philo Club. Tu as dit deux choses, une chose sur la méthode, l'abstraction de la méthode de Descartes et ce qu'elle pouvait servir, et puis après tu nous as parlé de la problématique du Covid et de la propagande, disons, gouvernementale. Oui, alors, tout à fait d'accord sur la difficulté d'utiliser ce que dit Descartes pour
je dirais, notre problème de ce jour, c'est-à-dire distinguer le vrai du faux. C'est une méthode effectivement abstraite, mais elle rejoint le souci dont a parlé Sadio, c'est-à-dire nous donner des outils pour savoir comment juger. Il n'y a pas de solutionnisme en vue pour Descartes, hein. Il y a une façon de faire et ça passe par un travail sur soi. Mais un travail sur soi qui, à mon avis, est trop daté, c'est-à-dire trop lié à une époque, qui ne prend pas en compte ce que j'appelais le maelstrom des informations, et uniquement centré sur un rapport de soi avec soi-même et avec l'omniprésence de Dieu, c'est-à-dire que finalement c'est Dieu qui va nous donner la science. Bon, je suis pas tellement séduit et convaincu par cette démarche. Ce qu'il faut, à mon avis, retenir, et ce qu'on peut transposer de Descartes, c'est cette idée du doute. Cette idée du doute nécessaire qui va être un socle fondateur pour effectivement la démarche de pensée critique qui est à la base de ensuite toutes les règles concrètes d'application qu'on va pouvoir utiliser pour disons, déterminer notre jugement au coup par coup. Ensuite, par rapport à la censure, c'est-à-dire, est-ce que la censure, alors, bon, on prend le Covid, mais on peut prendre n'importe quelle crise politique, alors ça c'est une crise sanitaire, il peut y avoir une crise politique, bon, est-ce que la censure est légitime? Alors, bon, elle peut être légale si la loi autorise, il faut distinguer la différence qu'il y a entre légal et légitime. Si la loi, si la Constitution dit qu'à un certain moment, un pouvoir en place, un gouvernement peut interdire certaines publications, bon, c'est légal. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est légitime du point de vue, disons, de la liberté éthique de l'individu? Mais plus loin, est-ce que ça va dans le sens justement de notre propos? C'est-à-dire, est-ce que si il y a un gouvernement qui a le droit de censurer pour des raisons dont on va pas débattre de ça ce soir, c'est légitime de juguler l'information parce qu'il y a une crise sanitaire, il faut qu'il n'y ait qu'une seule opinion qui circule parce qu'il y a un intérêt général, on rejoint hein, la législation basée sur l'arbitraire, c'est l'intérêt général, donc il faut faire ça, alors que d'autres vont dire non, si au contraire, si on vaccine, c'est pas bien, il vaut mieux laisser agir les défenses naturelles. Bref, on ne va pas rentrer dans ce débat. Le débat de fond, c'est est-ce que ça va dans le sens de la recherche de la vérité? Non, bien entendu, puisque pour pouvoir avoir le maximum, pour que l'individu de base puisse avoir le maximum d'outils, charge à lui de les utiliser ou pas ces outils, mais puisse avoir à sa disposition une panoplie rangée sur son établi d'outils qui va lui permettre de pouvoir juger le bien du faux, il faut bien entendu qu'il y ait une liberté totale d'expression, que toutes les expressions puissent s'exprimer. Donc de ce point de vue-là, d'un point de vue simplement, je dirais, mécanique, ça ne fonctionne pas. Ensuite, de mon point de vue, c'est mon point de vue. Trésor, tu m'interpelles sur quelque chose une mauvaise interprétation que j'aurais faite de Descartes, en disant que pour lui, quand on a une certitude, c'était dangereux pour le progrès de la science. Une certitude. Une certitude. Oui. Oui, oui. Alors, non, moi je pense que je renchéris. De mon point de vue, ce que j'ai compris, c'est que Descartes dit que quand on a une certitude, eh bien, c'est effectivement dangereux pour le progrès de la science. Il faut douter. Alors, il ne parle pas de certitude. Il dit qu'on peut faire sien une opinion à partir du moment où on a d'abord douté de toutes les opinions divergentes, qu'on a eu une pensée claire et distincte,
et que on n'a trouvé aucun argument, après les avoir tous essayés, aucun argument pour le contredire. Bon. Donc c'est une opinion vraie, il appelle ça une opinion vraie, il appelle pas ça une certitude. Il me semble que la notion de certitude, c'est une notion qui est axiomatique et que Descartes a plutôt tendance à combattre. Enfin, bon, c'est l'interprétation que j'en ai, c'est pas du tout un cours sur Descartes que je fais. Ensuite, Sadio. Alors, Sadio, je ne peux être que d'accord avec toi à 150%, voire à 200%. Bien entendu, tu as, je dirais, magistralement décrit la grande faillite à la fois de la famille et de l'éducation, c'est-à-dire des institutions d'éducation nationale, que ce soit en France ou ailleurs. Hein, bon. On ne prépare pas effectivement les enfants à la prudence. J'aime bien ce mot prudence, hein, voilà, parce qu'il faut le prendre à la fois. On peut le prendre à la fois dans le sens aristotélicien, c'est-à-dire une médiété. La prudence, c'est j'entends un truc, une chose, ben voilà, je regarde un peu les deux, je fais une moyenne, alors que ça va laisser le contraire d'une info monolithique sur le Covid. Donc la prudence, voilà. Et puis la prudence, c'est aussi, oh attention, je suis prudent, on me dit quelque chose. Bon, avant de le croire, bon, c'est ces deux notions de la prudence qui paraissent extrêmement intéressantes, et également que ça se passe à l'intérieur, ça commence à l'intérieur de la famille, parce qu'avant d'aller à l'école, l'enfant il va à la famille, et que dans la famille, on ne prépare pas l'enfant à douter, au contraire. Alors, toutes les familles sont peut-être, il y a peut-être des familles exemplaires, hein, mais bon, c'est ce que dit le père qui est la vérité, et la mère qui est d'accord avec le père, etc., 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 et l'enfant, bon, il obéisse, et que la vérité, c'est ce qu'on lui dit, ce que lui disent ses parents. Et ensuite, il sort de la famille, il arrive à l'école, et l'école dit la vérité, c'est ce que les professeurs vous disent. Et l'histoire, c'est ce que les vainqueurs ont écrit. C'est comme ça que ça s'est passé. Bon. Et alors, ça oui, donc tout ça, ça ne développe pas du tout l'esprit critique et la pensée critique, et cette discipline, la pensée critique, qu'on pourrait très bien d'ailleurs imaginer comme étant une petite discipline qu'on va étudier, au même titre que la physique, la chimie, l'histoire, la géographie, la mathématique, l'esprit critique, même ou l'éducation civique, même pas. Alors l'éducation civique, on en fait de l'éducation civique. C'est-à-dire on nous explique ce que c'est que la Constitution, en nous disant que la Constitution, ce qui est écrit dans la Constitution, c'est normal. C'est normal, c'est la vraie chose. Voilà, c'est ça. La Constitution, on n'explique pas la Constitution en disant voilà ce qu'aujourd'hui on écrit, mais c'était très différent de ce qu'on a écrit avant, on pourrait écrire tout. Non, on dit c'est la vérité. Bon. Et donc, s'il y avait ne serait-ce que 2 heures ou 1 heure par semaine d'une éducation d'esprit critique où on nous apprend que voilà, il faut étudier tout, il faut douter. Douter, ça ne veut pas dire ne jamais prendre parti, ça veut dire douter au départ, tout étudier, sous-peser, voilà, bon, ouais. Et bien ça ne se fait pas, et même c'est mal vu. C'est mal vu, voilà, bon. Tu m'as dit qu'on pourrait douter des informations. On doit douter des informations qu'on nous apporte. On doit. Par exemple, si on entend des choses sur BFM ou sur CNews ou sur les infos, on doit douter de cela. On doit douter. On ne doit pas prendre cela pour acquis, pour vérité. Non. De fait, est-ce qu'on ne rentre pas inévitablement dans la théorie du complot et dans, entre guillemets, la séparation avec ce qui est établi en France? Est-ce qu'on ne rentre pas inévitablement dans la théorie du complot si on veut rechercher la vérité? J'aime bien cette question parce qu'elle est tellement excessive et caricaturale qu'elle permet justement de mieux répondre. Quand je dis douter de tout, c'est douter aussi des informations qui émanent, soi-disant, de ceux dont le pouvoir va dire c'est la théorie du complot. C'est douter de tout. Bon, première chose. Donc douter de tout, c'est aussi douter de ce que, je me répète, mais c'est important, c'est douter aussi de ce que les maîtres du pouvoir disent, attention, c'est la théorie du complot. Bon.
Douter, ça ne veut pas dire ne jamais arriver à avoir une opinion vraie. Attention, j'emploie pas le mot conviction, hein, opinion vraie. Ça veut dire, c'est tout simplement le début, c'est le départ. Quand tu fais un 100 mètres, tu démarres dans les starting blocks. Bon, il y a bien un moment, tu ne démarres pas un 100 mètres au milieu du 50 mètres. Hein, tu démarres dans les starting blocks à 100 mètres, et à coup de pistolet, tu démarres. Bon, ben le starting block, c'est le doute. Tu doutes de tout. C'est-à-dire que tu doutes, ça ne veut pas dire que tu dis c'est pas vrai. Tu dis j'ai entendu que, bon très bien, j'ai entendu que, toi tu as dit ça, parfait, je note. Là j'ai entendu, CNews il a dit, BFM il a dit, France Info il a dit, je note. Bon. C'est ça le doute. Et c'est le contraire, disons, de la connaissance de premier niveau de Spinoza. Alors, sur, je dirais, le travail de la connaissance, moi, je préfère Spinoza à Descartes. Hein. Bon. Ces trois niveaux de la connaissance, je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dedans. C'est quand même excellent, d'autant plus que ça débouche ensuite sur la sagesse. Parce que ce que ne dit jamais, enfin, il le dit un peu, mais c'est pas aussi clair que Spinoza, c'est que la connaissance, cette fameuse connaissance intuitive qui naît d'une idée vraie basée sur la clarté et la distinction de Descartes, c'est la sagesse. La sagesse, c'est arriver justement à avoir cette fameuse opinion vraie qui est issue d'un départ starting block qui s'appelle le doute, qui ensuite est soumis à l'évaluation de chaque composante. L'évaluation est là où on va faire appel à Hegel. L'évaluation, c'est pas... Alors, là où Descartes me paraît un peu, disons, insuffisant, c'est que Descartes, il va se dire, bon, j'ai une opinion, alors je la soumets à mon esprit. Alors, il y a mon corps, mon esprit, il y a Dieu. Si je pense ça, c'est que Dieu... Bon, il y a un moment, il faut arrêter d'être tout seul. Bon, Hegel, lui, il dit, l'opinion, il faut la soumettre. Bon, donc, il faut faire des débats. Il faut écouter, dire, par exemple, j'ai écouté ça, je vais voir Amine, je lui dis qu'est-ce que t'en penses. Et puis après, je vais voir. Bon. Et c'est après avoir confronté avec Amine, mais avec aussi quelqu'un que je ne connais pas, avec un agriculteur, avec un technicien, avec disons, des panels différents de personnes. Et c'est uniquement après avoir écouter les autres, après avoir dit moi je pense que, avoir écouté leur contradiction, avoir fait du socratisme, c'est-à-dire tu penses ça, oui tu penses ça pourquoi, est-ce que tu peux m'expliquer, d'abord t'emporter le mot pourquoi. Bon, il y a un travail monumental qui est en fait c'est le travail qu'a commencé à faire le premier philosophe, c'est-à-dire Socrate. C'est exactement ce travail-là, hein, la maïotique. Bon. Donc l'opinion vraie, petit à petit, se construit par un raisonnement, c'est vrai, intérieur, mais aussi une confrontation avec les autres. C'est tout sauf la digestion automatique d'une information qui tombe. Alors, deux choses. Bon, ce qu'on dit sur les enfants, ça me paraît mineur, ou alors à la limite hors sujet. Hein, on parle de l'information, on va dire pour les adultes, comme ça on règle le problème. Alors effectivement, ce débat sur il y a des choses qu'il ne faut pas dire aux enfants, il faut pas, ou il faut leur mentir, c'est un débat très intéressant. Qui est arrangé dans la catégorie l'éducation des jeunes enfants. Hein, voilà. Bon, je pense qu'on est sujet très intéressant, mais je pense qu'on est hors sujet. Et puis ça ne m'intéresse pas tellement d'en parler dans ce cadre-là. Alors, par contre, il y a le deuxième point, là, il est vraiment explosif, c'est ces histoires de secret d'État, de mensonges d'État. Alors attention, il y a une différence entre ne pas dire quelque chose, hein, et dire quelque chose qui est faux.
pour revenir à la pertinence du sujet, nous, on dit, dont je parle, c'est comment faut-il traiter l'information que nous recevons. Alors, l'information de l'État, c'est-à-dire la propagande gouvernementale, on l'appelle comme on veut. Bon. Qui est des secrets d'État? Ça, c'est encore autre chose, dont je préfère ne pas parler, enfin, qui me paraît hors sujet. Que l'État, qu'un État soit habilité et que ce soit bien que certaines informations, il ne les divulgue pas, bon, c'est un sujet politique qui a trait à la démocratie, qui a trait au système de gouvernement, bien. C'est un domaine qui me paraît distinct. Si un secret, si le gouvernement, si l'État ne diffuse pas certaines informations, on n'a pas à savoir si on doit les croire ou pas, parce qu'il ne les diffuse pas. Parlons de la diffusion de l'information. Et là, on parle du mensonge d'État. Secret d'État, c'est une chose. Mensonge d'État, c'est autre chose. Que l'État soit habilité à ne pas divulguer certaines informations, bon, ça peut peut-être s'admettre, hein, ou pas, mais en tout cas, c'est quelque chose de très précis. Par contre, le mensonge d'État, bon, là, ça rentre de plein pied dans notre débat de ce soir. Alors, est-ce qu'un mensonge d'État peut être justifié? Bon, là encore, on est hors sujet. La question n'est pas de savoir si le mensonge d'État est justifié ou pas. La question est de savoir si on doit croire ce que nous dit l'État. C'est deux débats différents, deux débats extrêmement intéressants et importants l'un et l'autre, mais deux débats distincts. Parce que quel que soit le droit, la légitimité d'un pouvoir en place à mentir, tu as pris des exemples très intéressants, nous intervenons en Libye pour telle raison. En fait, c'est un mensonge. Bon. Quelle que soit la légitimité de le faire ou pas. La question se pose pour nous de savoir si on doit croire ce que nous dit l'État. Bon, c'est de ça dont je parle ce soir. Est-ce qu'on doit le croire? Et ce que je dis, c'est la réponse, c'est non. Et quand je dis ne pas croire, ça ne veut pas dire croire le contraire. Ça veut dire ce que j'entends à TF1 ou que j'entends chez nous, je le note dans un coin. Tiens, bon, Macron a dit ça, oui, bon, Isaac a dit ça, Trump a dit ça, ok, très bien, bon, je note. Et puis ensuite, d'abord, alors si on reste sur le plan politique, on a déjà sans entrer dans un travail, je dirais, de vérification, si c'est clair, si c'est distinct, si Dieu me l'a inspiré, ou voilà, ou si c'est le troisième niveau de la connaissance de Spinoza, il y a déjà de savoir regarder ce qui se passe. Parce que lorsque on entend une information politique qui nous dit voilà, ça on fait ça, on va séquestrer le carbone parce que ça ne fera pas augmenter la température, on va aller en Libye parce que c'est parce que cela, je peux prendre 1000 exemples, on va vous vacciner parce que ceci, parce que cela. Déjà, la première chose à faire, bon, on a dit c'est douter, c'est mettre, c'est dire pas croire, hein, c'est regarder ce qui se passe. Parce que la réception de l'information, c'est pas je reçois une information, j'y crois, je mets dans mon fauteuil, je fais autre chose. Non, je reçois une information, je doute et je regarde. Je regarde qu'est-ce qui se passe. On me dit je vais en Libye pour faire ça. Bon, mais je regarde ce qui se passe. Je regarde. Bon, et donc, les mensonges d'État ne sont des mensonges que pour ceux qui ont la cécité, ou disons qui ont les oreilles bouchées et les yeux bouchés. Mais tu ne peux pas mentir à quelqu'un qui est lucide. Tu ne peux pas faire prendre des vessies pour des lanternes à un citoyen évolué qui, comme dit Sadio, bon, a une famille qui lui a appris l'esprit critique, et puis ensuite quand il est allé dans le secondaire, il y a eu des cours d'esprit critique, et quand il est entré dans le supérieur, il a lu plein de trucs, et puis il a participé à des philo-clubs, etc. etc. Un gars comme ça, tu ne vas pas lui faire croire des mensonges. C'est-à-dire que quand tu vas dire un mensonge, il va dire bon bah oui, le gars m'a dit ça, il est ministre très bien, il m'a dit ça, et puis après il va regarder ce qui se passe, bon, et puis il va se rendre compte qu'on lui raconte des conneries. Bon, parce que les mensonges d'État, hein, si on regarde bien, si on fait des analyses, et si on lit la presse, certaines presses qu'on te demande de ne pas lire, eh ben tu vas vite comprendre, hein, l'argumentation qui a poussé le mec à te faire un mensonge. Voilà, c'est ça le truc.
Alors, le mensonge sert à nous rendre dociles. Non, c'est le contraire. Le mensonge ne peut fonctionner que si nous sommes dociles. C'est pas le mensonge qui rend docile. Le mensonge ne rend pas docile quelqu'un qui a décidé de ne pas l'être, quelqu'un qui... je pense pas. Je pense pas que le mensonge, ça sert à nous rendre dociles. Le mensonge, celui qui distille le mensonge, celui qui a le pouvoir qui distille le mensonge, bon, il se dit, est-ce que ça va passer ? Oui, ça va passer parce qu'ils sont dociles. C'est le contraire, ça revient à la même chose, mais à mon avis, tu prends la cause pour l'effet. Hein, voilà. Bon, c'est parce qu'on a un peuple docile, et on est docile parce qu'on n'a pas de pensée critique, que le mensonge fonctionne. Et si celui qui va produire un mensonge se dit ils ne sont pas dociles, il hésitera à produire le mensonge, parce que ça va immédiatement lui retomber dessus. Deuxièmement, alors, le problème très important, le réseau des médias mainstream. Alors attention, l'information, si on prend la presse, hein, mais presse écrite, presse audiovisuelle, Internet. Alors Internet, c'est un peu à part. En fait, réseau, par exemple, en France, c'est 10 familles. C'est 10 familles. Lagardère, LVMH, Bolloré, bon, c'est 10 familles. Et ces 10 familles, effectivement, de la caste, hein, des maîtres du pouvoir, de l'oligarchie économico-financière, et donc, bien entendu, il faut que toutes les informations, les gens qui écrivent ou qui sont à la télévision sont salariés de ces 10 grands groupes qui ne sont pas des groupes de presse, qui sont des groupes économiques et financiers, mais qui ont la presse pour que les idées qui conviennent à leur machine à faire du profit, hein, puissent occuper le terrain par rapport aux autres idées qui seraient néfastes. Donc, tu dis, alors ça tu l'as très bien dressé, mais tu dis, oui, mais alors, douter avec quoi? Quels sont... bon, et je vais tomber forcément dans des sources extrêmes, dans des théories du complot, hein, et Sadio a commencé déjà à te répondre, et elle te dit, il faut se donner les moyens de le faire, et il faut avoir la volonté. Alors moi, je vais être un petit peu plus précis. Si tu doutes des médias mainstream, alors on va pas les citer, on les connaît, hein, bon. Si tu doutes de ces médias mainstream, où est-ce que tu vas t'informer? Bon, ailleurs, tu me dis, ça n'existe pas. Si, tu as mal cherché. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Alors, si jamais tu penses ça, c'est que tu as mal cherché. Ça existe. Mais alors attention. Bon, les médias existent, il faut les chercher. Certains sont interdits. Bon, alors on va pas rentrer. Là, on va se mettre à parler de choses peut-être dangereuses. Mais certains médias, certaines personnes sont interdites. Je répète, certains médias, certaines personnes sont interdites. Bon. Et tu les connais? Je les connais, je peux les citer. Je ne le ferai pas. Bon, il ne s'agit pas de croire non plus ces personnes-là. Ou ces médias. Il s'agit d'écouter là et d'écouter là. C'est pas parce que ce que j'écoute, je n'y crois pas, que je vais croire, hein, comme tu dis, l'extrême. Non. Mais que tout le monde puisse s'exprimer. Bon, et voilà. Et après, où est la vérité? Mais elle est nulle part chez... Il faut te la construire toi. C'est ça, l'esprit critique, c'est... Je doute, j'écoute Bolloré, j'écoute ceux dont je ne veux pas parler, hein, et puis, je me fais mon opinion à moi. L'opinion, ça n'est pas... Ah, c'est celui-là qu'il faut écouter. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Non, là, on a faux. On a tout faux. Ensuite, Trésor. Trésor nous dit... Alors, Trésor, il est gentil. Mais c'est bien d'être gentil. Il dit, non, c'est pas des mensonges. C'est pas des mensonges. C'est uniquement une présentation... Non, attends. Alors,
Là, on pourrait, je dirais, disputer, hein, comme dit Socrate, ou discuter pendant des heures sur quel différentiel entre un mensonge et une présentation qui m'arrange, etc. Bon, je préfère pas discuter de ça. Je reviens à mon truc. Moi, peu importe que ce soit un mensonge, pas un mensonge, une présentation qui m'arrange, tendancieuse, une façon où je montre simplement, un aspect des choses et pas une autre. Peu importe. La question, c'est est-ce que je dois croire? C'est ça la question qu'on a. Est-ce que je dois croire? Bon, voilà. Bon. Donc, en fait, ça répond pas à la question. Ton pouvoir, là, qui est gentil, qui montre ce qu'il arrange, etc., pour le bien de l'intérêt général, peut-être, est-ce que je dois croire? C'est ça la question. C'est voilà, c'est très intéressant, c'est un autre débat. Sadio, c'est la voie de la sagesse. La sagesse, d'où vient l'Afrique, mes amis? Eh oui, bon, c'est tomber dans les pièges. Mais oui, vous tombez dans les pièges. Et toi, Trésor, tu tombes dans le piège de la gentillesse. Bon, ensuite, et source fiable. Mais il n'y a aucune source fiable. Ça n'existe pas une source fiable. Arrêtez ça. Ça n'existe pas. C'est fiable dans la mesure, attention, fiable, dans la mesure où ce qui dit, ça y est, c'est la vérité, je le crois. Bon, de ce point de vue-là, si fiable, c'est ça. Bon, à la limite, toutes les sources sont fiables. Bon, ils sont fiables. Qu'est-ce que ça veut dire fiable? Est-ce que ça veut dire dire la vérité? Ah ben non, il n'y en a aucune. Dire la vérité absolue, aucune. Parce que même la source alternative, elle va te dire sa vérité à elle. Et la vraie vérité, qui d'ailleurs n'existe pas. Mais simplement ton opinion à toi vraie, tu dois te la construire au milieu de toutes ces conglomérats de choses à peu près vraies, présentées de façon ceci ou cela. Bon. Et comment tu fais? Eh bien, Sadio vous l'a dit. Il faut se donner les moyens de faire. Dire si tu as un... bon, je le dis en toute amitié pour Trésor que j'adore, que j'aime Trésor. Bon, mais bon, il démissionne, Trésor, tu démissionnes, c'est-à-dire tu dis oui, mais bon finalement, bon, faut bien qu'ils disent un peu, voilà, ça, mais, non, il faut se donner les moyens, de se construire une opinion vraie, que d'ailleurs tu peux garder pour toi. Ce qu'on fait, il n'y a pas forcément après un objectif d'être président de la République. Bon, déjà, se constituer en tant qu'individu, en tant qu'homme, pense, comment il dit Descartes, qu'une chose qui pense, enfin voilà, bon, et voilà, donc il faut la volonté. La volonté, déjà, si tu te dis, oh ben non, mais c'est bien obligé, ils sont obligés de mentir un peu, déjà, tu n'as plus de volonté. Bon, si vraiment tu as la volonté de démêler le vrai du faux,